Ok, bon, alors, donc pour introduire en fait cette notion, ce chapitre de physique qui est relatif au mouvement, donc un mouvement c'est quoi? C'est un déplacement, c'est bien, j'aime bien cette première définition que tu donnes au mouvement. C'est un déplacement, mais par rapport à quoi? Je te donne un exemple. Est-ce que le déplacement est absolu ou relatif? Je m'explique. Supposons que tu es dans une voiture, d'accord? Tu voyages dans une voiture ou dans un train. Supposons que tu as pris le train, par exemple, de Paris pour aller à Marseille. Ok? Tu es dans le train. Quelle est la condition ou ton état? Est-ce que tu es en déplacement ou est-ce que tu es immobile? Comment je suis en déplacement par rapport au quai. Oui. Je suis immobile par rapport au train. Exactement. Donc un mouvement en général, le mouvement, ce n'est pas un concept absolu. Il est toujours relatif. Ça veut dire quoi relatif? C'est-à-dire qu'il dépend. Relatif à quelque chose. En français, être relatif, c'est dépendre de quelque chose. C'est pour ça qu'on dit la relativité. La relativité, c'est simplement dépendre de quelque chose. Tout ce qui est relatif ou conditionné par quelque chose. Donc le mouvement est toujours relatif. Relatif à quelque chose. Tu es dans le train par rapport au train immobile, c'est-à-dire que si j'arrive et je te trouve sur ton siège, si j'observe ton mouvement dans le train sur ton siège, tu ne fais aucun mouvement. En revanche, si je suis à l'extérieur, sur le quai, le train bouge, pour moi, tu es en déplacement. Donc, ton mouvement ou ton état immobile dépend de ce que tu fais, de l'effort que tu fournis pour changer d'emplacement, mais dépend également de ce par rapport à quoi je me réfère. D'accord? Donc, il y a la notion de relativité, donc relativité du mouvement. Le mouvement est relatif à ce par rapport à quoi je me réfère. Se référer, c'est-à-dire prendre comme base, prendre comme élément, se référer, donc le verbe se référer, ça donne le référentiel, d'accord? Le référentiel. Donc, pour l'instant, pour essayer de comprendre cette notion de mouvement, de s'interroger de ce que c'est que le mouvement, de ce qui est en fait, de ce que traduit le mouvement, cette notion-là, on est obligé d'admettre que tout mouvement est dépendant ou tributaire d'un référentiel. Donc on a une notion de relativité, c'est-à-dire on est relatif à quelque chose par rapport à quoi on se réfère, donc c'est le référentiel. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Donc la relativité du mouvement, tu vois ce que c'est? C'est pas un truc qui est ambigu, c'est tout à fait clair. Relativité, ça veut dire relatif à quelque chose, la relativité du mouvement. Donc finalement, le mouvement, ça n'est pas quelque chose, c'est pas une notion physique qui est absolue, mais qui va dépendre d'un référentiel. Ok? Donc, pour pouvoir décrire le mouvement, je vais décrire le mouvement dans un référentiel. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, toutes les notions qui sont abordées dans le cadre du mouvement sont des notions qui sont très subjectives. Je m'explique. Par exemple, la vitesse. La vitesse aussi dépend du référentiel. Parce que toi, tu es par exemple dans le train, immobile, tu es d'accord? Tu es immobile dans le train. Mais du coup, ta vitesse par rapport au train est nulle, parce que tu ne bouges pas. Ta vitesse est nulle. Ta vitesse est nulle. Tu gardes le même point par rapport au train.
Si tu es assise à ton siège et que, ou par rapport à un avion, par exemple, si tu es installé au siège 20A, bah, tu vas rester au siège 20A et tu ne vas pas bouger par rapport à ce siège. Donc si je prends un référentiel par rapport à ce siège, tu n'as pas bougé de ton endroit, donc ta vitesse est nulle. En revanche, si maintenant je sors de ce référentiel et je me positionne dans un référentiel qui est qui est associé par exemple à la Terre, et bien pareil, ta position va sans cesse changer. Donc ta vitesse elle va être différente. Donc non seulement le mouvement est relatif, et on a une relativité du mouvement, mais on a également une relativité de tous les attributs du mouvement. Tout ce qui va décrire le mouvement, tout ce qui va accompagner cette notion de mouvement. Donc la vitesse, le déplacement, le temps de parcours, toutes les notions qui vont être observables et qui vont être associées au mouvement, étant donné que le mouvement est relatif, toutes ces notions-là le sont également. Donc, voilà ce que veut dire simplement le mouvement, la relativité du mouvement. Donc, dans ce chapitre, nous verrons les outils mathématiques utiles pour caractériser la position et le déplacement d'un point au cours de son mouvement. Enfin, nous aborderons les notions de trajectoire en précisant les principaux types de trajectoires existants et de relativité du mouvement. En effet, la trajectoire, c'est quoi? C'est si je juxtapose, c'est-à-dire si je prends toutes les positions que tu vas avoir au cours d'un déplacement et je trace, je les associe, je les lis entre elles, toutes ces positions, ces points en fait qui vont caractériser ta localisation dans l'espace ou par rapport au référentiel qui va faire office de base, de référence à ton mouvement. Donc si je prends tous ces points-là et je les lis, ça donne ce qu'on appelle une espèce de courbe. Et cette courbe, c'est ce qu'on appelle la trajectoire. D'accord? Si je veux prendre du recul et analyser la façon dont tu t'es déplacé dans ce référentiel, le résultat, ou ce qui va traduire ton déplacement, ça va s'appeler la trajectoire. Ok? Oui. Donc c'est clair pour l'instant les définitions de trajectoire, les définitions de mouvement, les définitions de relativité. Donc je vais définir la trajectoire comme étant la courbe qui est la courbe obtenue en liant les différentes positions d'un mobile dans un référentiel. Ok, donc, conditions nécessaires de l'étude d'un mouvement. Alors, quelles sont les conditions nécessaires de l'étude d'un mouvement? Donc, ce qu'on appelle le système. Alors, d'abord, la définition, parce que ce cours, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de définitions. Donc, il faut vraiment que tu saches maîtriser, que tu maîtrises toutes ces notions qui sont associées au mouvement référentiel, la relativité, ce que c'est quoi le système qu'on étudie, etc. Le centre de gravité, enfin, il y a énormément de définitions. Donc, c'est pour ça que je t'invite à bien suivre, à bien te concentrer, à accorder beaucoup d'attention à ce que je vais définir, à ce qu'on va essayer d'explorer ensemble, et d'a posteriori, réécouter la vidéo et de bien analyser chacune et chacun des concepts. Ok? Donc, le système. C'est quoi le système? Qu'est-ce que j'appelle un système? Un système, c'est un objet ou un ensemble d'objets étudiés. D'accord? Si je veux étudier un mouvement de quelque chose, je dois définir le périmètre de ce que je vais étudier. Et le système, c'est simplement décrire. Le système, c'est un objet ou l'ensemble d'objets d'étude. D'accord?
Un objet peut être considéré comme un ensemble de points dont chacun est susceptible de posséder un mouvement différent des autres. À notre niveau, nous réduirons le plus souvent le système étudié à l'un de ces points. Donc, en gros, par exemple, si on a un objet qui va se déplacer, une voiture par exemple, d'accord, sur une route, j'ai une voiture, tac, tac, tac. J'ai ma voiture qui va se déplacer, boum. Donc, j'ai une vitesse, etc. Donc, effectivement, la forme de la voiture, donc ça c'est le sens du mouvement de la voiture, donc qui va avoir un vecteur vitesse. Bon, la vitesse de la voiture, je peux la décrire, etc. J'ai un tas de choses en fait que je peux représenter. Donc mon système c'est quoi? Si j'étudie le mouvement de la voiture, c'est quoi mon système? C'est la voiture. C'est quoi le système? La voiture, tout à fait. Donc c'est ça mon système. Donc je vais considérer le système, et des fois dans les exercices, je vais l'appeler sigma, comme ça. Il ne faut pas que ça t'effraie, hein, ça veut dire juste le système, c'est une notation qui veut dire le système, et je mets entre accolade, voiture. Une fois que j'ai fait ça, c'est que j'ai défini mon objet d'étude. Donc je ne vais pas étudier. Donc, alors, on parle d'un système ponctuel. Donc du coup, pour pouvoir étudier les positions de la voiture, parce que supposons que la voiture se déplace, donc à l'instant t, elle est là. À l'instant t plus 1, elle va être là. D'accord? Tac, 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 tac. Donc, elle se sera déplacée en fait, d'accord? T'es d'accord? Donc du coup, pour pouvoir simplifier et non plus représenter toute la voiture, etc., je vais représenter juste un point. D'accord? Et ce point-là, c'est ce que je vais appeler le centre de gravité. Souvent, c'est noté G. D'accord? Donc G, c'est quoi? C'est le centre de gravité de la voiture. C'est quoi le centre de gravité? C'est en gros le centre qui va concentrer, en fait, c'est le centre autour duquel on va avoir une distribution équitable de la masse. Donc souvent, si la distribution est homogène, par exemple, si j'ai un cercle qui tourne autour d'un axe, d'accord? Et supposons que le matériau de ce cercle soit fait d'une manière homogène, et bien, en fait, la distribution de la masse, le centre de masse ou le centre de gravité, parce que c'est la même chose, ça va être le centre du cercle. D'accord? Donc, par exemple, supposons que ça ce soit une roue qui se déplace sur des rails. D'accord? Donc ça, c'est le centre de gravité. Plutôt que de représenter toute la roue, je vais représenter simplement un axe. Ça, c'est mon axe que je vais appeler par exemple X. Et toute la roue, elle va être représentée simplement par le centre de gravité, d'accord, qui lui est associé. Donc, je vais étudier comme si j'étudiais en fait le mouvement d'un point. D'accord? C'est pour ça que j'appelle ça un système ponctuel. Donc, système ponctuel, pourquoi? Parce que c'est un point. Ponctuel, ça vient de point. Ponctuel. Donc, le centre de gravité, c'est le centre géométrique ou le centre on va garder cette simple définition, bien que ce soit une approximation, centre du système étudié. D'accord? Comme ça, on simplifie. Comme ça, si on formalise, on essaie de représenter, on essaie d'étudier le changement ou la variation de la position de du corps du système étudié, il me suffira d'utiliser simplement le centre de gravité. D'accord? Donc, le centre de gravité, c'est le centre du système étudié, et le système ponctuel, c'est donc un système qui se résume en un point. D'accord?
Oui. Donc, j'ai réduit ou simplifié tout le système en un point. Ok, maintenant on va parler de référentiel. J'ai défini le référentiel plus haut, c'est ce par rapport à quoi je me réfère. Maintenant, mathématiquement, donc le référentiel, il est constitué de quoi? Le référentiel est constitué d'un solide de référence, donc par rapport auquel on repère les positions du système. Par rapport auquel on définit, on repère les positions d'un système, ou du système, en l'occurrence étudié. Par contre, un référentiel, c'est pas simplement un repère. Tu es d'accord avec moi? Afin qu'on se rencontre, d'accord? Toi et moi. Oui. Il me faut décrire un lieu d'emplacement, d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il me faut comme information? Il me faut un lieu, d'accord? Tu es d'accord? Il me faut un lieu. Par exemple, si je te dis, bah, ça va être au croisement de rue de Javel et rue de Courbe, d'accord? Donc, tu as un axe X, tu as un axe Y. J'habite dans cet immeuble au 3e étage, par exemple. Tu vas dans le croisement de la rue Javel, rue Le Courbe, je me trouve, dans ce bâtiment-là, je me trouve au 3e étage. Donc, j'ai 3 dimensions. C'est pour ça que l'espace est 3 dimensions. X, Y et Z. Mais, très bien, si toi tu viens à 14h, si on se définit, on se met d'accord sur un lieu de rencontre, je te dis, ou alors par exemple, on va se voir Starbucks, je dis n'importe quoi, à Opéra par exemple, d'accord? Quartier Opéra. Donc, bah, je vais te dire, bah, écoute, croisement de telle rue avec telle rue, et bah, je serai au 1er étage du Starbucks. Donc j'ai 3 dimensions, j'ai défini avec exactitude le lieu de rencontre. Si moi, j'arrive à 14h, et toi, tu arrives à 16h, moi je suis arrivé à 14h, je ne t'ai pas trouvé. Toi, tu es arrivé à 16h, tu ne m'as pas trouvé. On ne s'est pas rencontrés. Donc il nous faut une dimension supplémentaire, n'est-ce pas? Le temps. Le temps. Donc pour définir avec exactitude l'emplacement d'un objet, ou ce qui va définir le référentiel, ça va être l'emplacement, donc X, Y et Z, dans l'espace, plus une dimension qui existe mais qu'on ne voit pas, qui est transparente mais qui existe bel et bien. Et la preuve, c'est qu'on ne peut pas avoir de rendez-vous réussi si cette 4e dimension n'est pas prise en compte. Donc on a l'espace et on a le temps. Et donc l'espace et le temps, on a 2 univers différents, et le fait de les rassembler, ça nous permet de définir ce qu'on appelle un référentiel. Donc le référentiel, attention, le référentiel, ce n'est pas seulement l'espace, ce n'est pas seulement la localisation d'un point, mais c'est également le temps. Tu es d'accord? Oui. Tu te souviens, on avait travaillé un exercice la dernière fois, quand on avait fait la trigonométrie. On envoyait une balle d'un point A. Un canard, c'était un canard d'un point A à un point B, d'accord? Le canard se déplaçait, et là le jeu consistait à tirer d'un point C une balle de façon à ce que la balle rencontre le canard. D'accord? Je vais le représenter ici, le canard. Tac. Et en fait, il fallait que la balle puisse atteindre le canard qui se déplaçait entre A et B. Donc là, il fallait qu'on se synchronise, que le temps de parcours entre le C et ce point soit rigoureusement égal au temps de parcours de ce point vers celui-là. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement de dire ça c'est le point de rencontre, mais il n'y a pas rencontre si j'envoie ma balle après coup, une fois que le canard l'aura dépassé. Donc c'est simplement pour définir ce que c'est que le référentiel et te sensibiliser au fait qu'il n'y a pas que ce qu'on voit, il n'y a pas que l'espace,
Mais il y a aussi la chose qui nous échappe et qui ne s'arrête jamais, qui est le temps. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Voilà, donc les échelles temporelles et spatiales doivent être adaptées au mouvement étudié, prenant l'exemple du mouvement d'une plaque tectonique. Donc choix d'échelle temporelle et spatiale, effectivement, là pour le coup, il y a des éléments, des changements qui s'opèrent sur des échelles temporelles, sur une échelle temporelle qui est très importante. Donc je ne vais pas étudier en microsecondes un phénomène qui est significatif en heures, je vais l'étudier plutôt en heures. D'accord? Donc pour pouvoir réaliser une analyse pertinente, il est essentiel d'avoir une échelle de temps qui soit adaptée au mouvement du système considéré. Ok? Oui. Parfait. Donc, alors, on a des exemples de référentiels qui sont des exemples assez usuels. Donc, pour étudier un mouvement, tout objet peut jouer le rôle de référentiel, mais on privilégie celui pour lequel la trajectoire du système est la plus simple. Une droite, un cercle, une courbe, qui peuvent être décrites mathématiquement. Donc, le référentiel terrestre. C'est quoi le référentiel terrestre? Je me réfère par rapport à la Terre. C'est un point fixe, immobile par rapport à la surface de la Terre. Il est adapté à l'étude de tous les mouvements sur la Terre. D'accord? Donc, le référentiel terrestre, par exemple, si je veux étudier le mouvement d'une voiture qui prend l'autoroute pour aller de Paris à Lyon ou à Marseille, bah, je vais utiliser plutôt le référentiel terrestre. Bien d'accord? N'est-ce pas? Oui. Le référentiel terrestre va me permettre d'avoir une référence et de me dire, bah tiens, je vais pouvoir faire le trajet en 4 heures, 5 heures, ou que sais-je encore. Ou par exemple, voilà, donc le référentiel terrestre, c'est simplement se baser sur le système terrestre pour étudier les mouvements qui vont se faire sur Terre. Le référentiel géocentrique, c'est pas pareil, il a pour origine le centre de gravité de la Terre. Et ces axes sont définis par rapport à 3 étoiles lointaines, supposées fixes. La Terre n'est pas immobile dans le référentiel géocentrique, il est adapté à l'étude du mouvement de la Lune autour de la Terre, ainsi que celui des satellites par exemple. Donc il faut différencier les deux référentiels. Le référentiel géocentrique, c'est un référentiel dans le centre, c'est le centre de la Terre, et on a 3 axes qui vont être dirigés chacun vers une étoile lointaine, qui sont supposés fixes par rapport à la Terre. Et donc, dans ce référentiel-là, je vais pouvoir étudier le mouvement de la Lune par rapport à la Terre, le mouvement des satellites, leur vitesse, etc. Donc, je vais calculer la vitesse d'un satellite. Je te donne un exemple. Par exemple, un satellite géostationnaire. Un satellite géostationnaire, c'est un satellite en fait qu'on va voir, qu'on va observer, qui va toujours être fixe par rapport à la Terre. Par exemple, supposant que tu sois sur un sarcelle, bah, le satellite, en fait, si tu montes verticalement selon une ligne verticale, il va toujours se trouver au-dessus. Donc, il est stationnaire par rapport à la Terre, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que sa vitesse de rotation est égale à la vitesse de rotation de la Terre, tu es d'accord? Parce que si il reste toujours fixe par rapport à toi, or, toi, tu bouges par rapport au centre, par rapport à l'axe de la Terre, parce que la Terre, elle tourne autour d'elle-même, tu es d'accord? La Terre tourne autour d'elle-même, et le satellite, tu le vois toujours au-dessus de toi. Ça veut dire que le satellite également tourne à la même vitesse de rotation que celle de la Terre. Donc un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui va être fixe par rapport à un observateur terrestre, qui va se trouver à un endroit, et ça ne veut pas dire qu'il est fixe tout court. Parce que s'il avait été fixe, eh ben, il n'aurait pas toujours la même position par rapport à toi. Tu vois, c'est un peu le... Est-ce que tu vois un peu la subtilité? Donc, si j'étudie le mouvement de ce satellite dans un référentiel géocentrique, tac, donc dans le centre, c'est le centre de la Terre et qui a 3 axes dirigés vers les étoiles lointaines. Quel est son mouvement? Est-ce qu'il est fixe ou est-ce qu'il est en mouvement? Donc
Donc il est effectivement en mouvement dans le référentiel géocentrique. Oui. Parce que le référentiel géocentrique, ce n'est pas un référentiel qui est lié à la Terre. C'est un référentiel dont le centre, c'est le centre de la Terre. Mais par contre, la Terre elle-même, la planète Terre, tourne autour dans ce référentiel géocentrique. Oui. Ok? Oui. Donc, ensuite, on a le référentiel héliocentrique. Alors, hélio, ça a une racine grecque qui veut dire le soleil. C'est le référentiel par rapport au soleil. D'accord? Oui. Donc, le référentiel héliocentrique, c'est un référentiel qui va être relatif au soleil. Donc, par exemple, la Terre, quel est le mouvement de la Terre par rapport au référentiel héliocentrique? Si je prends le soleil comme centre du repère, Oui. et 3 axes qui vont être dirigés vers 3 étoiles lointaines, donc le repère sera associé au soleil. Quel est le mouvement de la Terre par rapport au soleil? C'est un mouvement de quasi-rotation, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi le temps que met la Terre pour tourner, pour faire un tour, réaliser un tour, de partir d'un point et de revenir au même point autour du soleil? 365 jours, donc c'est une année complète. Effectivement, la Terre prend 1 an pour faire un tour complet autour du soleil. Donc la Terre bouge autour du soleil. Et selon qu'on soit, par exemple, aujourd'hui on est quel jour? Selon qu'on soit le 18 juillet, qui est la date d'aujourd'hui, ou que l'on soit le 1er décembre, la Terre aura une position différente, toujours différente par rapport au soleil. Et ne reviendra à sa position qu'1 an après. D'accord? Donc on est toujours en voyage, on est toujours en mouvement. La Terre est toujours en mouvement. Et c'est ce qui explique, par exemple, entre autres, les saisons. Parce que comme en fait, dans la trajectoire de rotation de la Terre autour du Soleil, quelquefois la Terre va être proche et quelquefois elle va être lointaine. C'est pas vraiment un cercle qui est équidistant. On a la distance toujours la même par rapport à la localisation de la Terre. Donc, quelquefois, on va se trouver un peu plus proche de la Terre. Ça va être, par exemple, par rapport à notre position sur le globe, ça va être l'été. Ça va être l'été parce qu'il fait plus chaud, donc on est plus proche du Soleil. Et quand on est plus loin, ça va être l'hiver. Et donc, dans le parcours de la Terre autour du Soleil, on va avoir des distances plus ou moins éloignées du Soleil, ce qui va traduire ou qui va induire, entre autres, il n'y a pas que ça, il y a aussi par notre position nous-mêmes par rapport à la Terre, ça va induire les saisons. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Donc, maintenant, on va aborder la partie mathématique de la chose. Donc, la position d'un système est vecteur position. Alors, la première chose, donc, on avait défini le système, on avait dit qu'on pouvait le réduire, et on va le faire pour simplifier dans la suite. On va réduire le système à un point, d'accord? Position d'un système et vecteur position. Donc, supposons en fait maintenant que j'étudie un mouvement dans un plan. Donc, dans un plan, tu es d'accord? On a 2 axes seulement. Parce que l'espace, on a 3 axes, et le plan, il me suffit de 2 axes pour étudier un mouvement, d'accord? Je vais considérer un plan, associer un repère OIJ, d'accord? Ça, c'est mon repère. Donc, en gros, ici, c'est mon X, d'accord? Mon axe des abscisses, et ici, c'est l'axe des ordonnées. Et je vais considérer un point qui va être en déplacement, ou un système ponctuel. Souviens-toi, un système ponctuel, c'est un point, d'accord? Donc, par exemple, le point M, ici, qui fait un déplacement dans le plan. Donc, le point M, au cours de son déplacement, il va occuper des points différents, d'accord? Donc, par exemple, à un moment donné, si je veux localiser la position de ce point,
M, il va être caractérisé par l'abscisse X du point et l'ordonnée, tu es d'accord? Oui. Donc dans le repère OIJ, le point M aura les coordonnées M, X, Y. D'accord? Oui. Donc, maintenant, intéressons-nous au vecteur OM. D'accord? Oui. Ça, c'est mon vecteur OM. Donc, le vecteur OM, tu es d'accord? Tu te souviens, on avait fait les vecteurs ensemble, n'est-ce pas? T'es Oui. d'accord ou pas? Tu te souviens de la relation de Chasles ou pas? Ah oui. Donc ici, AB, le vecteur AB, si je veux appliquer Chasles et faire rentrer un point M, qu'est-ce que ça donnerait? AM plus MB. Super. Mhm. Tac. Ok. Donc, si je veux faire ça au point OM, imaginons je vais faire rentrer ce point, d'accord? Que je vais appeler le point H, qui est le projeté orthogonal de M sur OX. Donc, si je veux calculer OM, qu'est-ce que ça donne? C'est O, en appliquant la relation de Chasles. Donc, OH plus HM, très bien, parfait. Et qu'est-ce que tu remarques ici? Si X, c'est l'abscisse du point M. Ici, j'ai le vecteur I, d'accord? Mhm. Donc, OH, le vecteur I, c'est le vecteur unité, d'accord? Donc, OH, c'est X fois I, t'es d'accord? OH, c'est X fois I. Pourquoi? Parce que I, c'est le plus petit vecteur, en fait. C'est le vecteur unité, d'accord? La distance entre O et l'extrémité de I, c'est égal à 1. T'es d'accord? Donc, Ok. X, c'est X fois 1. N'est-ce pas? Ok. Donc, c'est X. OH, c'est X fois I. Ok. D'accord? Et Oui. HM. HM, c'est cette distance, n'est-ce pas? Verticale, qui est égale à celle-là. Cette distance est égale à quoi? Y fois J. Pourquoi? Parce que c'est Y, en effet, la distance. C'est Y de O à ce point, bah, c'est Y. Et comme ici HM est un vecteur et J est un vecteur unité, c'est simplement pour dire que c'est Y dirigé selon J. C'est un vecteur. Donc, le vecteur OM, c'est ce qu'on appelle le vecteur position. OM, c'est XI plus YJ. Donc maintenant, la distance OM, à ton avis, c'est quoi? Si je veux calculer OM ici, t'es d'accord, cette distance, c'est quoi? X. C'est X. X. Et HM, Et HM, c'est Y. et HM, c'est Y. Parce que HM, M, c'est ce point-là, ça correspond au projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées. Cette distance entre là et là, c'est la même entre ici et ici. Et donc ça nous donne Y. Et ce triangle, il est comment, là? OHM. C'est un triangle rectangle. J'ai la distance OH qui est X, j'ai la distance MH qui est Y. Donc, est-ce que je peux calculer la distance OM ou pas? Qu'est-ce qu'il me dit le théorème de Pythagore? OM au carré plus HM au carré. Et donc, OH au carré, c'est quoi? C'est X. C'est X au carré. HM au carré, Plus. c'est quoi? Plus c'est Y au carré. Exactement. Donc ça, c'est OM au carré. Donc OM, c'est quoi si je veux juste OM? J'obtiens OM en faisant la racine de X au carré plus Y au carré. Du coup, et pourquoi je ne prends pas le cas négatif? Parce que tu aurais très bien pu me dire, écoute, comme on avait fait ici, X au carré égale 9, donc X égale la racine de 9, ou X égale à moins la racine de 9, donc X égale à 3, ou X égale à moins 3, pourquoi je ne peux pas prendre quelque chose de négatif ici? Parce que OM est une quoi? C'est quoi OM? C'est une distance. C'est la distance est toujours
Ça peut pas être négatif. Exactement, donc la distance est toujours positive. La distance est toujours positive. Donc le vecteur position OM égale à la racine de x au carré plus y au carré. OM, c'est ce qu'on appelle la norme du vecteur OM, la distance en fait. C'est juste une notation comme ça. Donc je garde le vecteur et donc ça veut dire la norme, c'est-à-dire la distance qui sépare l'origine de l'extrémité du vecteur. Je l'écris entre deux barres comme ça, qui est égale à la distance OM. Il ne faut pas que ça t'effraie, hein, ça veut simplement dire c'est la distance entre l'extrémité et l'origine du vecteur. Ok? Ok. Ça marche. Donc là, tu as le vecteur position. Maintenant, la relativité du mouvement. La trajectoire. Donc, la trajectoire, on avait dit ce que c'était. La trajectoire, c'est quoi? C'est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du temps. Elle dépend du référentiel choisi. Définition de la trajectoire rectiligne. C'est quoi une trajectoire rectiligne? C'est une trajectoire qui est selon une ligne droite. D'accord? Oui. C'est comme la courbe en fait. C'est comme la courbe d'une fonction. La courbe, c'est quoi? C'est la succession des positions ou des points dont les coordonnées sont les antécédents images. Ici, la trajectoire, c'est la succession des points qui représentent les différentes positions du mobile au cours de son trajet. Trajectoire, ça vient de trajet. Et donc le trajet, c'est le chemin, c'est la ligne que suit le mobile dans son déplacement. Donc une trajectoire peut être rectiligne. Si le trajet est selon une ligne droite, la trajectoire peut être circulaire. Si elle est selon un cercle, elle peut être elliptique. Si c'est sous la forme d'une ellipse, elle peut être parabolique. En fait, elle peut avoir toutes les caractéristiques des courbes qu'on connaît en mathématiques. Donc, parabolique, hyperbolique de ce type-là, etc. Curviligne. Les trajectoires curvilignes, c'est les trajectoires hyperboliques et paraboliques. Elliptique, parabolique, hyperbolique. Relativité du mouvement. Alors, ça, on a vu déjà. Dans un bus qui circule, le personnage A est assis, le personnage B est en mouvement. Dans le bus, l'observateur C est immobile sur le côté de la route. Ben voilà. Donc, tu vois, en fonction du point où on se trouve, on a un mouvement ou pas. Ok. Alors, donc, à retenir, le mouvement d'un système dépend du référentiel utilisé pour le décrire. On dit que le mouvement est relatif. C'est ce qu'on a introduit initialement. La relativité du mouvement, c'est je suis relatif à un point. Ok. Très bien. La trajectoire du centre dans le référentiel route est une droite. Le mouvement est donc rectiligne. Par exemple, ici, on a un cycliste qui va se déplacer selon un chemin. Et ben, cette trajectoire va être rectiligne selon que la route soit une droite, en fait. Et si on prend, par exemple, la trajectoire de la valve de la roue dans le référentiel centre de la roue, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Le mouvement est circulaire, parce que c'est autour de ce point que se fait la rotation, d'accord? Dans ce référentiel. En revanche, si je prends ça, le point qui est là, en fait, en fonction de la route, tu vois bien que il fait ça, il fait ça, il fait ça, etc. Donc c'est une trajectoire qui est quand même qui est curviligne. Voilà. Et donc on arrive à la fin du cours où la définition, donc la conclusion, la définition d'un système et le choix d'un référentiel sont deux étapes importantes afin de pouvoir étudier son mouvement. Le mouvement d'un système dépend du référentiel choisi. C'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Un système correspond souvent à un point de masse, petit m. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le point de gravité. On a vu également la position du point,
qui est identifié grâce à ses coordonnées cartésiennes et un vecteur position. Le vecteur position, on a vu ce que c'était, comment le calculer, et surtout comment calculer la localisation de ce point par rapport à l'origine du repère, donc la distance OM, qui représente la racine de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré dans le référentiel. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui. Eh bien, parfait.